aujourd'hui, le 31 mars, la journée mondiale de la sauvegarde. Voilà, on fait une table ronde avec nos 3 experts. Donc, je vais rapidement vous les présenter. Donc, Sébastien Paul, qui est président de Premium CS, Dylan Bréard, gérant de SI1, et Alexandre Lovdev, qui est mon assistant numérique Arne Sud. Donc, Sébastien, si tu veux commencer, pouvoir te présenter brièvement. Merci. Alors, voilà, donc, moi c'est Sébastien, président de Premium CS. Déjà, est-ce que mon son fonctionne bien? Savoir si ça serait cool. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, président de Premium CS. Premium CS, c'est une société qui a 39 ans cette année d'existence. Donc, 39 ans dans l'informatique, c'est comme 200 ans dans la boulangerie. On a un peu tout vu, tout fait. Et aujourd'hui, effectivement, dans la journée de la sauvegarde, c'est un pilier important en matière de sécurité informatique. Et voilà, on est là pour discuter et voir ce qui peut être les prochaines actions à mener sur ce secteur ô combien important. Donc moi, bonjour à tous, Dylan Bréard, donc co-gérant de la société SI1. Je ne sais pas si tout le monde m'entend aussi. Juste pour être sûr, autant faire un tour complet. Ok, très bien, merci. Donc co-gérant de la société SI1 qui est acteur dans l'informatique depuis maintenant plus de 20 ans, donc depuis 2003. Donc acteur dans la sauvegarde depuis maintenant plus de 5 ans. Qui d'ailleurs, on va le voir, a évolué grandement depuis ces dernières années. Donc on est dans la prestation informatique dédiée aux professionnels vis-à-vis des SI1. Voilà. Merci. Et donc, Alexandre? Oui, et ben bonjour à tout le monde. J'espère que moi aussi le son est très bien. Donc, à la suite de mes 2 collègues, donc moi je suis un professionnel indépendant dans le cadre d'un réseau national qui s'appelle Mon Assistant Numérique, qui existe depuis 10 ans, et nous sommes présents dans tous les départements de France, où nous essayons en tout cas d'y être, pour pouvoir proposer du conseil, de l'assistance et de la formation auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités pour l'utilisation de leurs outils numériques et informatiques. Et j'ai une particularité, c'est que j'ai une fibre technique qui fait que je me suis orienté vers la cybersécurité depuis quelques mois maintenant. Et donc, l'aspect sauvegarde étant une des composantes les plus importantes de cette démarche, j'ai donc pris contact avec donc Kiwi pour devenir partenaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui je suis heureux de participer à ce webinaire. Merci beaucoup à tous les 3. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est vrai que la sauvegarde de données en 20 ans a beaucoup évolué. On avait des bandes, on avait des disquettes même, on avait des disques, des clés USB. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le cloud, ce qui a amené des avantages mais aussi des risques, donc on va en parler. Aujourd'hui, c'est une période qui est encore plus délicate puisqu'on se rend compte que tous les clouds ne sont pas sécurisés de la même manière. Il y a des risques géopolitiques de plus en plus importants, des risques en termes de cybercriminalité également qui s'accroissent. Donc c'est un peu tous ces sujets-là qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on va commencer par dresser un tableau du marché de la sauvegarde. Et on va commencer avec Dylan. Pourrais-tu nous expliquer comment le marché a évolué par rapport à ces nouvelles menaces? À mon sens, en soi, le marché, bon, il existe quand même depuis énormément de temps maintenant, même au moment où moi je suis né, clairement, parce que faut pas se mentir, j'ai 25 ans, donc ça existe déjà depuis un bon moment. Mais ouais, elle a grandement évolué à l'époque, bêtement, et il y en a même encore aujourd'hui, je pense, qui sauvegardaient et qui sauvegardent sur des disques durs banals, et ils pensent que ça suffit. Voilà, mais aujourd'hui, le marché a grandement évolué, à mon sens. En particulier à cause des ransomware qui ont pris une place importante au niveau de la cybersécurité et des cyberattaques. En fait, ils ont mis en lumière plutôt des failles critiques sur des solutions qu'on utilise tous aujourd'hui. Donc, sauvegarder c'est bien, mais se protéger c'est bien aussi. Faut savoir que les ransomware maintenant ciblent les sauvegardes. À l'époque, si je devais expliquer un peu comment ça fonctionnait, le ransomware était simplement exécuté vis-à-vis des données en production. Maintenant, les cyberattaques en fait arrivent à pointer en fait ces ransomware aussi dans vos sauvegardes, et en fait ça peut avoir des conséquences très très graves, on va pas se mentir. Donc ça cible les sauvegardes justement pour empêcher
toute récupération. Donc les sauvegardes aujourd'hui, les solutions ont grandement évolué dans le sens où il faut se protéger de tout ça. On a aussi justement une évolution du marché sur des sauvegardes immuables. Alors les sauvegardes immuables, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste en fait à faire une sauvegarde de vos données, mais qu'elles ne soient plus modifiables. Et ça aujourd'hui c'est pareil, on n'en a pas beaucoup. Enfin, on a aussi on appelle ça des solutions air-gapped. Air-gapped, en fait, c'est des solutions où, les données en fait elles sont sauvegardées une fois, mais après elles sont plus sur le réseau. Donc, c'est-à-dire que ça va nécessiter à ce que le périphérique ou du moins la solution que vous utilisez va sauvegarder toutes vos données, mais ensuite derrière, les données ne sont plus accessibles sur le réseau, donc ça évite justement les accès tout simplement incontrôlés sur toutes vos données. Donc voilà, à mon sens, d'un point de vue marché, la sauvegarde aujourd'hui, elle a grandement changé dans le sens où on sauvegarde plus bêtement, même si c'est déjà pas mal, mais on sauvegarde plus bêtement sur des disques durs ou des clés USB. On va beaucoup plus loin que ça. On a des systèmes de sauvegarde dans le cloud, mais aussi en on-premise, mais aussi, en plus de ça, des données qui sont des sauvegardes immuables, chose qu'on ne faisait pas beaucoup avant, mais qui deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va vous expliquer tout ça. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter, mais voilà mon avis en tout cas sur le marché. C'est propre. Oui. Là, on parle de nouveaux besoins. Donc, est-ce que, quels sont aujourd'hui les vrais nouveaux besoins des entreprises et des collectivités en termes de sauvegarde par rapport à ces menaces? Alors, en soi, je travaille beaucoup avec des collectivités qui, eux, ont pris... ont pris vraiment à cœur tout ce qui se passe vis-à-vis de leurs données, parce que auparavant c'était un peu il nous faut des solutions pour les stocker et les utiliser, mais on parlait pas vraiment des sauvegardes. Suite à des contextes géopolitiques qu'on va évoquer plus tard, mais aussi des contextes tout simplement vis-à-vis des ransomware. On a vraiment un besoin au niveau des collectivités sur plusieurs points. Par exemple, si je devais donner un point, ça serait sur le temps de rétablissement, mais aussi le temps de récupération. Parce que sauvegarder, c'est bien, mais en combien de temps on les récupère aussi en cas de problème? Ça, c'est hyper important. Et le temps aussi de sauvegarde, qui mine de rien a son sens, parce que des sauvegardes qui s'exécutent, mais qui prennent 2 jours, c'est un peu compliqué. Donc de plus en plus, on essaie justement de trouver là, on est sur l'aspect de sauvegarde, on a des solutions, mais on veut des solutions rapides et aussi des solutions efficaces sur des points de restauration. De ce que j'ai pu voir aussi vis-à-vis des collectivités, mais pas que, toutes les TPE, PME, on cherche des solutions ou avec des sauvegardes qui sont chiffrées, parce qu'il faut savoir qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sauvegardent mais qui ne chiffrent pas en fait à la destination tout ce qui se passe. Donc c'est un risque. Et on veut aussi, le souhait des collectivités et encore une fois des autres entreprises, c'est de segmenter un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va vouloir à ce que la sauvegarde soit chez nous, mais aussi dans le cloud, mais aussi justement sur des machines qui sont pas sur le réseau. Enfin, on va vraiment essayer de multiplier les différentes sauvegardes dans ces destinations, qu'elles soient dans le cloud ou on-premise ou du cloud to cloud d'ailleurs, ça existe aussi. Les collectivités aussi ont ce souhait des conformités, tout ce qui est réglementation, que ce soit au niveau RGPD, ça on en parle de plus en plus depuis maintenant plusieurs années, tout ce qui est aussi la certification HDS, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est données de santé, qui pareil prend une place de plus en plus importante, que ce soit les hôpitaux, que ce soit même parfois des entreprises qui ont des données de santé, des assistantes sociales, etc. Et ils veulent aussi justement avoir des fournisseurs, on va dire, qui ont d'un point de vue de la souveraineté, et ça pareil, Sébastien en parlera peut-être, cherche d'avoir des fournisseurs en fait européens qui sont certifiés sur certaines choses, dont le SecNum, en fait, pour éviter les risques liés au Cloud Act américain. Alors ce terme-là est très précis, mais pareil, ça, je pense que ça fait partie d'un sujet qu'on évoquera, je pense, plus tard. Donc voilà. Très bien. Est-ce que sur l'état du marché de la sauvegarde aujourd'hui, est-ce que Sébastien ou Alexandre, vous avez des choses à rajouter? Concernant le marché, je pense qu'il y a aussi, pour compléter le propos de Dylan, l'aspect finance, à un moment donné, parce que vouloir mettre tout un tas de solutions, c'est très bien. Nous, notre métier, à chacun d'entre nous ici, et à tous les professionnels et les partenaires que vous avez au niveau IT, le métier, ce n'est pas un métier de mise en place, mais un métier au début de conseil.
On va vous conseiller sur toutes les mises en place qu'on peut faire, comme l'a très bien décrit Dylan, toutes les solutions de sauvegarde qui est en place, mais en face, il faut des lignes budgétaires. Et aujourd'hui, beaucoup de collectivités, de TPE, de PME n'ont pas prévu, malheureusement, parce que la prise de conscience, elle est un peu longue à mettre en place sur le marché français, n'ont pas encore prévu de lignes budgétaires liées à la sauvegarde. Donc, il y a des désirs qui sont là, des budgets qui sont là, il va falloir réaligner tout, mais à un moment donné, on ne pourra pas descendre. Parce que le fait de descendre ne fonctionnera pas sur les désirata d'un chef d'entreprise. Et comme le disait Dylan à juste titre, la fenêtre de récupération, elle doit être mentionnée lors du conseil qu'on va faire. C'est-à-dire, voilà, si vous mettez, je vais dire n'importe quoi, 50 Tera de données dans le cloud, les récupérer on-premise, ça veut dire télécharger 50 Tera de données, avec les tenants et les aboutissants d'Internet, ça peut être très compliqué. C'est des choses auxquelles il faut être conscient et ça se teste. Une sauvegarde, ça se teste. Ça se teste tous les ans en restauration. Et la fenêtre de restauration doit être validée par le chef d'entreprise dans sa stratégie d'entreprise. Donc, il y a une intégration de la direction d'entreprise qui est importante. C'est pas juste le système informatique qui dit on va restaurer et on va voir ce que ça donne. Non. Il y a une vraie procédure, il y a un vrai travail derrière à faire avec la direction d'entreprise et sa stratégie. Oui, c'est un petit peu la même chose et les certifications, en fait. C'est quelque chose qui apparaît des sujets techniques, mais en fait, c'est très, très stratégique au niveau de la direction de l'entreprise de prendre ces décisions-là. Et justement, Alexandre, quelle garantie peut exiger une entreprise en termes pour externaliser ses données par rapport à ses prestataires? Est-ce que des certifications suffisent? Quels sont les éléments qu'on pourrait donner sur cette question-là? Très concrètement, en principe, une entreprise, quand elle fait appel à ce type de service, elle se doit d'exiger, j'imagine, un certain nombre de garanties relativement essentielles, comme, à mon sens, des contrats solides de SLA qui soient clairement définis concernant la disponibilité des données, les temps de restauration éventuels, la protection des données aussi. Donc, ces contrats doivent inclure un certain nombre de clauses qui seront certainement épluchés par les entreprises qui souhaitent se tourner vers ce type de solution, notamment en cas de non-respect de celle-ci. Bien sûr, il y a également la transparence sur les mesures de sécurité. Aujourd'hui, on confie nos données à un fournisseur situé à l'extérieur de l'entreprise, donc via l'externalisation de la sauvegarde. Donc, très clairement, comment sont chiffrées nos données? Est-ce que ça se fait de bout en bout? Est-ce que ça se fait au repos? Est-ce que nos données sont protégées ou les serveurs de l'autre côté sont protégés contre des attaques de type DDoS, par exemple? Est-ce qu'il y a une séparation stricte des données clients? Comment être sûr qu'un client ne va pas avoir à la vue sur les sauvegardes d'autres entreprises? Donc ça, c'est une exigence qu'une entreprise se doit d'avoir concernant la mise en situation de ces données sauvegardées. Il y a également les garanties de la souveraineté des données. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des possibilités de protéger, de mettre ces données à l'abri sur des serveurs situés partout dans le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les entreprises, elles sont beaucoup plus enclines à se tourner vers le marché français pour des raisons de réglementation, de législation. Donc, il faut absolument que la localisation géographique du stockage soit pour beaucoup sur le territoire et le sol français, du fait de certaines lois qui nous protègent. Donc, notamment pour assurer des conformités en matière de réglementation. On a parlé du RGPD, qui est une norme européenne. Mais voilà, il y a ce type d'exigence aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, et c'est lié fortement aussi à l'actualité que l'on traverse. Il y a également aussi la possibilité, j'imagine, que des entreprises demandent quels sont les mécanismes de réplication qui sont mis en œuvre. C'est bien de faire appel à des serveurs dans des data centers pour stocker nos données, mais en cas de feu, on en sait quelque chose, on l'a vu ces dernières années. Voilà, ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles se répliquent d'un site à un autre? Donc, c'est des garanties que les entreprises se devraient d'exiger. Bien évidemment, on a parlé des certifications, alors encore plus pour un prestataire de sauvegarde de données, si jamais il est certifié avec les certifications que l'on s'attend à trouver. Donc, je dirais qu'il y a un dernier point qu'on pourrait évoquer, c'est la possibilité de tester régulièrement les procédures de restauration.
Est-ce que ça fait l'objet éventuellement d'un audit qui est accessible, un audit qui soit indépendant sur la société qui externalise, enfin sur la société qui héberge les données. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est toutes ces considérations qui peuvent être demandées, exigées par les entreprises avant de confier leurs données à des prestataires d'hébergement à l'extérieur. Très bien. Effectivement, la certification ISO 27001 répond à pas mal, de nombreux points que tu as évoqués, Alexandre. Alors, on a perdu Sébastien. Dylan, est-ce qu'il y a tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet de la fiabilité, de la sécurité des sauvegardes? En soi, Alexandre a fait quand même un bon tour sur les aspects des certifications et comment dire, l'externalisation des données, justement les garanties vis-à-vis des différents prestats, hein, d'ailleurs, qui soumettent des solutions de sauvegarde en cloud, par exemple. Là où j'aimais une insistance, c'est sur l'aspect vraiment des solutions de récupération après sinistre, tout ce qui est PRA, PCR, en fait, qui pour moi ne sont pas pris au sérieux. Beaucoup en fait se retrouvent à mettre des solutions en place, mais en effet, comme il l'a si bien dit Alexandre, c'est que l'auditer derrière aussi c'est bien, les tester c'est bien aussi, et ça c'est hyper important justement d'un point de vue d'un PRA PCA que peu ont justement aujourd'hui, tout ce qui est plan de reprise et plan de continuité. C'est là où j'aimais vraiment une importance pour tous ici présents. Si aujourd'hui le PRA et le PCA il existe, c'est bien, le mettre à jour c'est encore mieux, et le tester c'est encore mieux. C'est là où voilà, d'un point de vue des certifications, oui, c'est important que ça soit l'ISO 27001 pour l'aspect RGPD, que ça soit le HDS pour les données de santé, que ça soit le chiffrement de bout en bout, etc. Mais auditer tout son système, établir des stratégies, les tracer et les tester, c'est aussi hyper important. On a perdu Sébastien. On vient de mettre en ligne un sondage d'ailleurs sur les tests de restauration. Donc, si vous voulez répondre, on avait aussi mis en ligne juste avant un sondage concernant les solutions de sauvegarde. Est-ce que vous en avez une, oui ou non? Donc, ce sera intéressant de voir, voilà, qui parmi vous, quel pourcentage fait un test de restauration régulier, quel pourcentage n'en fait jamais. Très bien. On va attendre que tout le monde ait eu le temps de voter. Pour l'instant, on a 100% des votants qui disent tous les ans. Donc, c'est plutôt rassurant, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont voté. Donc, on va attendre un petit peu. Il y a un commentaire dans les commentaires. De Aurélie. On parle de Aurélie, c'est ça que tu dis, Alexandre? Oui. Alors, c'est qu'on est attend la localisation, la nationalité de l'entreprise, ou effectivement, mais ça, on va en parler un petit peu plus loin. Un peu plus bas, ouais. Un sujet sur la souveraineté, on va aborder ce sujet-là très, très bientôt. En espérant que Sébastien soit encore là. Oui, je crois qu'il est revenu. Vous me voyez ou pas? Oui, si, c'est bon, on te voit. Parfait. Okay. J'ai eu un problème, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été déconnecté de la. Donc, je suis revenu. Ah. C'est parfait. Justement, est-ce que tu as des éléments à rajouter concernant les garanties qu'une entreprise peut exiger de son prestataire d'externalisation de sauvegarde? Alors oui, on va en parler dans le point 4, parce que je vois qu'Aurélie a déjà posé la question. Et... Oui, justement, c'est une très bonne question, mais oui, on en parlera un peu plus tard, je pense. Oui, juste pour finir sur les garanties, donc voilà. Pas d'autres éléments tous les trois. Ok, donc je vous propose de passer à notre sujet suivant, sur les cyber-risques. Et donc, bien tout à l'heure, tu nous disais que les entreprises ne prennent pas suffisamment au sérieux le fait d'avoir des PRA, PCA, mais est-ce que ça ne veut pas dire que tout court, elles ne prennent pas suffisamment au sérieux la menace cyber? En fait, elles prennent au sérieux la menace cyber, mais encore une fois, on a ce blocage qu'a évoqué d'ailleurs Sébastien tout à l'heure sur l'aspect finance, parce que les solutions justement elles sont présentes, on a tout ce qu'il faut pour mettre en place toutes ces conditions, que ce soit encore une fois les certifications, que ce soit l'aspect des sauvegardes d'immeubles, etc. Tout existe. C'est l'aspect finance plutôt qui suit pas. Donc aujourd'hui, si elles prennent justement au sérieux, parce que même vis-à-vis des dernières attaques qu'il y a pu y avoir, que ce soit avec Free, avec les dérobes de données, etc., où elles sont stockées, que ce soit avec ce qui s'est passé avec la mairie de Lille, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées dernièrement ces derniers mois et ces dernières années. Donc si elles le prennent très au sérieux.
en fait, c'est vraiment l'aspect coût qui peut parfois comment dire, qui peut parfois stopper en fait plutôt les entreprises justement sur tout ça. Donc après, il y a aussi, si je reprends un peu la question, justement, ça sert à la menace. En soi, on en a déjà un peu discuté tout à l'heure, mais aussi c'est l'aspect des PRA, des PRA PCA, je vais y arriver, pardon. Mais qui, en fait, les entreprises aujourd'hui se contentent plus d'avoir forcément juste qu'une sauvegarde, justement. On veut aller plus loin que ça. Donc, pour rejoindre justement cette question-là, c'est que oui, vraiment, elles prennent au sérieux dans le sens où elles se rajoutent des solutions en plus qu'aujourd'hui. Donc, les PRA PCA qui, à l'époque, encore une fois, n'étaient pas pris au sérieux, le sont de plus en plus. Et sont mis en place par le biais, justement, de divers audits, par le biais de diverses solutions qui sont mises en place, mais par aussi, des conséquences sur les temps de reprise et d'autres conditions, et des tests réguliers d'ailleurs. Mais à mon sens, si les entreprises prennent vraiment plus au sérieux cet aspect cyber, qui, je l'espère, sera de plus en plus accessible en termes de coûts, parce qu'en fait, les entreprises vraiment comprennent que leur survie, en fait, leur manière de travailler, ce qu'elles font tous les jours, ça dépend vraiment des données. Donc, si elles ne sont pas sauvegardées et que demain, justement, on a des menaces cyber sur une entreprise spécifique qui peut être la nôtre, bien, on se rend compte que si on perd tout, on travaille plus. Donc si, la menace est prise au sérieux. La menace est bien prise au sérieux. Et Alexandre, comment est-ce qu'aujourd'hui cette prise de conscience va impacter les décisions en matière de sauvegarde encore aux entreprises, aux collectivités? Alors, je ne sais pas si vous attendez voir. C'est l'heure de la retraite. Voilà. Il y avait une sonnerie derrière moi, elle s'est arrêtée. Voilà. Donc, c'est une prise de conscience qui transforme radicalement les stratégies de sauvegarde, mais ça impacte à plusieurs niveaux. Ça s'impacte à plusieurs niveaux. Déjà, on se rend compte qu'il y a un abandon progressif de l'approche réactive. De plus en plus, on s'en va vers des stratégies proactives et résilientes. On a envie de mettre en place des méthodologies nous permettant de pouvoir être prêts, à récupérer des données si jamais on avait un sinistre majeur. Donc aujourd'hui, il y a des méthodologies de sauvegarde qui existent. On parle de la méthode 3-2-1, mais on parle même de méthode de 3-2-1 bis, la méthode 3-2-1-1-0. Donc 3 copies de données sur 2 supports différents, une copie hors site qui peut être par l'externalisation, une copie immuable, on en a parlé, donc air-gapped, et du zéro erreur lors des tests de restauration. Donc ça, c'est de plus en plus conscient dans les entreprises. On ne fait plus du tiens, on va se retourner comme on peut. Aujourd'hui, on le prépare parce qu'on y est préparé, parce que on communique suffisamment en amont dessus à travers divers canaux, et on le sait. Aujourd'hui, il faut être prêt. Ensuite, il y a tous les budgets qui sont alloués à la sauvegarde et à la récupération qui ont augmenté. Donc ça impacte une décision, ça. Parce qu'il faut prévoir du budget. Donc, avec une attention particulière aujourd'hui portée aux solutions qui intègrent l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire sans, notamment pour la détection des anomalies, la protection contre les ransomware. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à allouer des budgets pour ça. Donc, ça impacte nos décisions en matière de sauvegarde à ce niveau-là. Il y a également 3 aspects critiques qui sont encore insuffisamment considérés. On en a parlé d'un au moins, qui était l'élaboration et le test de PRA, donc les plans de reprise d'activité ou plans de continuité d'activité. Donc c'est quand même étonnant de constater qu'il y a encore beaucoup d'entreprises conscientes des risques qui n'ont pas formalisé sur ces stratégies de reprise. Donc un PRA, à partir du moment où il est bien documenté, bien testé et régulièrement mis à jour, ça reste quand même une exception plutôt qu'une règle, malheureusement. Il y a également la souscription à des assurances. Les assurances cyber, malgré les risques des cyberattaques, aujourd'hui, il y a encore trop d'organisations qui négligent ces protections financières et qui découvrent malheureusement trop tard, lors d'un sinistre, qu'elles ne peuvent prétendre à aucune indemnisation. Donc, les polices d'assurance, elles excluent généralement les incidents cyber, ça crée un vide. Et lorsqu'on se retrouve face à après une cyberattaque, on se rend compte que on n'a droit à rien. Eh bien oui, parce qu'il faut s'intéresser à cela. Donc c'est une prise de conscience qu'il faut aussi avoir. Et puis je dirais qu'il y a également un impact financier d'une interruption d'activité.
Aujourd'hui, les entreprises, elles sous-estiment systématiquement les pertes de chiffre d'affaires pendant la période de récupération des données. Parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas de production. Donc, sauf à être extrêmement, je dirais, organisé et en moins de 2 heures à récupérer une sauvegarde, aujourd'hui, il y a une perte qui peut représenter un montant qui peut être parfois bien supérieur au coût technique de la restauration elle-même. Donc, jusqu'à menacer la survie même de l'organisation. Donc, il y a une maturité croissante dans la gouvernance des données. On observe cette maturité avec une cartographie précise des données critiques, une stratégie de sauvegarde qui est différenciée selon la sensibilité des informations. Voilà, donc la conscience du risque, elle progresse indéniablement. Le chemin vers une résilience complète, elle reste parsemée, je dirais, de difficultés que les entreprises doivent impérativement, je dirais, assumer, quoi, pour préparer leur défense face à tous ces actes de cybermalveillance auxquels elles peuvent être confrontées. Donc voilà un petit peu cette prise de conscience, comment elle peut impacter ces décisions en matière de sauvegarde. D'accord. Et oui, concernant les cyberassurances, j'avais envie de revenir sur un élément parce que il y en a beaucoup qui ont utilisé des arguments de type ce n'est pas une cyberattaque, c'est un acte de guerre, notamment des attaques étatiques provenant de Russie ou autres, pour ne pas indemniser leurs assurés. Donc tout ça fait jurisprudence, il y a eu des procès et les assurés ont gagné de ces procès en disant mais si en fait, les cyberassurances ne peuvent pas se cacher derrière ces attaques pseudo de cyberguerre pour ne pas indemniser leurs assurés. C'est vrai que cet aspect à cyberassurance est vraiment primordial. Concernant le sondage, je reviens sur le sondage. Donc, on a 87% qui font des tests de restauration au moins une fois par an, tous les ans, tous les semaines. Donc, c'est plutôt rassurant. 7% qui ne font jamais de tests. Donc là, il faudra peut-être revoir la procédure. Si je peux. Et 100%, oui. Je peux, ok, oui. D'accord. Je reviens juste sur l'aspect, sur ce qu'a dit Alexandre. Oui. Il y a 2 points importants. Le premier point que je voudrais souligner, c'est effectivement augmenter les budgets par rapport à la sauvegarde, etc. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, s'il vous plaît, faites appel à votre partenaire informatique avant l'élaboration des budgets. C'est comme, je veux dire, si dans mon idée, je vais acheter une Porsche et j'ai 3 000 € en poche, ça va pas marcher. Donc, faites appel à votre informaticien qui, lui, va vous dire, OK, pour aller là, dans cette stratégie, là où tu veux aller, il faut prévoir à peu près cette enveloppe-là, et de façon à la mettre au budget la bonne somme, ni trop, parce qu'avoir trop de budget, ça ne sert à rien, mais pas assez, c'est aussi embêtant. Donc faites appel à votre informaticien là-dessus. Et sur l'aspect cyber, une petite nuance que je voudrais apporter, cyberassurance, pardon. Très souvent aujourd'hui, vous avez des assurances, des grands noms, je ne citerai pas de nom ici parce que ce n'est pas le sujet, où c'est du déclaratif vis-à-vis du chef d'entreprise. Ça veut dire, est-ce que vous changez vos mots de passe? Oui. Est-ce que vous faites votre sauvegarde? Oui. Est-ce qu'elles sont stockées? Oui. Et on coche des cases, et puis hop, c'est bon, lui, il est validé. Ça, c'est typiquement fait pour ne pas vous payer l'assurance. Soyons très clairs. Le but d'une assurance, c'est une société, c'est pas une association. Hein. Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, c'est vous prendre du fric et tout faire pour ne pas vous le redonner le jour où vous avez un problème. Ça fonctionnera toujours comme ça, une assurance. C'est l'essence même d'une assurance. C'est pareil pour les voitures, sauf que pour l'assurance pour les voitures, elle est obligatoire. Donc, l'idée, c'est de bien lire entre les lignes et surtout, la petite feuille qui est du déclaratif, la faites pas en mode déclaratif. Faites une prestation, payez une prestation vis-à-vis soit de votre partenaire informatique, soit d'un autre partenaire, parce qu'on ne peut pas être juge et partie, et pouvoir bien cadrer tout ça. Et au moins, quand vous cochez les cases, elles sont cochées parce que c'est réel, et pas juste c'est de la déclaration. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Alors, je vois qu'Aurélie est en train de taper une question peut-être. Aurélie écrit beaucoup. Aurélie écrit beaucoup. On va continuer. Si, vous voulez analyser les conditions de prise en charge. Oui. Exactement.
Exactement. On a continué justement sur ces cyber-risques. On voit apparaître de plus en plus d'inquiétudes de la part des entreprises, des collectivités par rapport au lieu de stockage de leurs données, notamment vis-à-vis des entreprises américaines en ce moment. Est-ce que ce qui se passe actuellement pousse ces entreprises et ces collectivités à se tourner plus facilement maintenant vers des solutions souveraines, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques mois? Sébastien. Voilà. Alors, ce serait bien de reprendre un peu la genèse des choses, parce que tout le monde n'est pas versé dans ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement vaste. Au début, vous avez le Patriot Act qui dit, je synthétise très, très grandement, qui dit que l'État américain peut aller prendre les informations de toute société, les informations de toute société américaine sur le sol américain. Ça, c'est le Patriot Act. Ensuite, il y a eu le Cloud Act parce qu'ils se sont rendus compte, les Américains, que par exemple, des gens comme Microsoft ou comme Google ont stocké les données en dehors des États-Unis, en Europe et à travers le monde. Donc, le Cloud Act dit exactement la même chose, sauf que c'est à travers le monde. Peu importe si la société est une société américaine, le gouvernement américain peut demander à récupérer des données appartenant aux utilisateurs, donc aux entreprises ou aux utilisateurs personnels qui utilisent les services de cette entreprise américaine. Quand il y a eu ça qui est sorti, bien sûr, on a mis en place le RGPD en Europe pour essayer de contrer tout ça. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que peu importe où sont stockées les données, peu importe ce que dit un règlement européen, une société américaine est sous la loi américaine et pas la loi européenne. Ça, c'est un fait, c'est juridique, c'est factuel. Maintenant, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les données que je vais mettre en place sur un environnement cloud appartenant à une société américaine, je le sécurise? Est-ce que les données, si elles partent, c'est important pour moi? Est-ce que j'ai de la R&D? Est-ce que j'ai des données à caractère confidentiel qui ne doivent pas fuiter? Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour pouvoir faire autrement que faire cette sauvegarde-là. Maintenant, il y a un écosystème qui existe. Il y a quand même un écosystème Microsoft qui représente 90% du marché, c'est pas rien. Il faut en tenir compte. L'idée, c'est de pouvoir un peu ménager la chèvre et le chou. C'est d'essayer de dire, OK, on a cette problématique-là de souveraineté. En face, il va falloir trouver des solutions. Il y en a qui existent partielles. Et comment ménager un peu toutes ces solutions-là. C'est comme, si on peut reprendre l'exemple d'un hébergement HDS qui était cité tout à l'heure, un hébergement de données de santé. Si vous êtes une entreprise qui hébergez des données de santé et que ça représente 15% de votre hébergement de données, vous n'allez pas prendre un hébergement qui va faire 100% de vos données sur l'hébergement de santé, parce que l'hébergement de santé coûte excessivement cher en termes de coût d'hébergement, notamment en France. Dans ces cas-là, vous allez prendre un hébergement qui va correspondre à votre besoin. Je prends cet exemple-là pour dire, OK, peut-être que certaines données extrêmement névralgiques pour l'entreprise, et encore, c'est là où notre conseil de discussion avec le chef d'entreprise est de bien comprendre comment il travaille, ce qui est important pour lui pour pouvoir lui fournir une bonne solution, de dire, OK, dans ces cas-là, peut-être que cette partie-là, on va l'héberger ailleurs, de manière en mode bunkerisation, c'est-à-dire en mode tout est cadré, tout est figé, ou alors l'héberger peut-être chez un GAFA, ça peut être Azure, ça peut être Google, ça peut être Amazon, et dire OK, on va le mettre là-bas, mais on va mettre en place une solution dedans qui va pouvoir sceller l'ensemble de la machine de façon à ce que les données ne puissent pas partir comme ça. Alors il y a toujours moyen, parce que faut pas non plus, faut pas être parano, mais il faut quand même être conscient. À un moment donné, personne ici ne travaille chez Microsoft, chez Google ou chez un des GAFAM à un haut niveau et qui permet de pouvoir assurer que non, rien ne sortira de quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le contexte géopolitique mondial, il est compliqué. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il faut en prendre conscience. Je pense que, en tant qu'acteur, je vais un peu déborder sur la deuxième question. En tant qu'acteur français,
on a une carte à jouer, bien évidemment. On doit fournir une solution à nos clients. Ça ne va pas se construire du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. À force de nous reposer sur nos lauriers en matière de développement, on est quand même bien pieds et mains liés avec des gens comme Microsoft, comme Amazon. Je ne parle pas de la technique comme quoi les solutions ne marchent pas. Elles marchent très bien. Y a pas de ça. On ne parle que de juridique là, et de fuite de données, enfin, de sortir les données de l'Europe par un acte qui n'est pas demandé par le client. On parle que de ça. On n'est pas en train de réinventer la roue. Mais l'idée, c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il y a de vraies solutions à sortir. Et on a beaucoup de taf pour faire ça. D'accord. Très bien. Donc oui, une place pour les acteurs français et européens face aux GAFAM, ça se conceptualise. Pas déconnant. Ah non, c'est pas du tout déconnant. C'est même demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui, lors d'appels d'offres, lors d'appels même pas publics, mais juste des appels à projets, vont commencer à dire OK, on en a eu chez Premium, qui veut dire dans lequel aujourd'hui, comment je fais pour que mes données ne soient pas chez Microsoft, pas chez Google, pas chez un GAFAM. Comment je fais? Et il y a des depuis le début de l'année, ces demandes qui sont de plus en plus prégnantes auprès des professionnels, de dire maintenant je me rends compte que mes données sont peut-être pas si sécures que ça. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on va se retrouver avec et c'est là que notre métier est un peu compliqué, c'est-à-dire que là on sort de la technique pure, de la solution pure, pour aller sur du domaine juridique, administratif. Et c'est là le rôle d'un DSI, c'est-à-dire de dire, OK, moi j'ai des demandes de stratégie de client qui sont ce qu'elles sont. Voilà, typiquement, je veux avoir que 2 heures d'arrêt, donc pour me retrouver des solutions de sauvegarde qui vont répondre à ça. Je veux que mes sauvegardes sont en mode 3-2-1. Je veux du stockage immuable, et patati et patata. Ok, d'accord, voilà. Vous avez fait votre liste de courses, c'est très bien, bravo, merci monsieur. Par contre, à côté, on va nous dire, et ça c'est d'un seul coup l'aspect juridique qui prend la main, ok, mais moi par contre, mon assurance ou le groupe avec qui je travaille me demande d'assurer le fait que les données ne peuvent pas, par quoi que ce soit, sortir, parce que cette partie-là, c'est une partie de R&D importante pour mon entreprise. Et on ne parle pas de grosses entreprises, attention. Hein. On a des clients au sein de notre groupe où ils ont une partie R&D, ils sont 10. Hein. Donc, on n'est pas du tout en train de dire c'est société du 440, etc. Pour sortir ça de la tête, ça n'a strictement rien à voir. Donc, on parle même de la TPE, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, OK, donc derrière, j'ai des demandes techniques, j'ai des demandes budgétaires, j'ai des demandes juridiques, j'ai des demandes administratives. Comment je fais dans cet écosystème un peu compliqué à sortir une solution qui un peu ménage tout le monde, quoi. Et c'est là que notre expérience qu'on va chacun d'entre nous pouvoir nous apporter, c'est de dire, OK, on a les solutions, voilà les contraintes, voilà les bénéfices, et où vous situez. L'important, c'est de véhiculer un message qui soit positif, parce que c'est positif dans la vie, quoi qu'il arrive, et ensuite de dire, OK, voilà là où vous voulez aller, voilà les contraintes, qu'est-ce que vous décidez, monsieur le client? Il faut que le client, quel qu'il soit, prenne sa décision en son âme et conscience, en ayant tous les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est notre métier. Ça, c'est notre métier aujourd'hui. Le métier d'informaticien pur et dur pompier n'existe plus. Si vous n'avez pas ce conseil-là de par votre partenaire informatique, vous en avez 3 là qui peuvent. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir dire, OK, on va où ensemble. Mais aujourd'hui, les décisions de sauvegarde, des décisions de stockage de données, partie prenante de la direction et de la stratégie d'entreprise. Et ça nous D'accord. Dylan, Alexandre, est-ce que vous avez des éléments à rajouter concernant ce sujet de souveraineté de manière générale? Je pense qu'il a quand même relativement fait le tour un peu de la question. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser?
sinon je reviens pas rapidement sur le sondage. Donc on a 100% des personnes interrogées qui ont une solution de sauvegarde en place et 75% qui ont une solution hybride plus cloud. Donc l'importance, voilà, d'avoir ces données en local pour repartir rapidement, plus dans le cloud pour assurer les arrières. Une remarque par rapport à ce pourcentage? Alors, ces solutions. Moi, je parle beaucoup, hein, je suis désolé. J'aurais deux remarques rapides à faire. Ne pas sauvegarder, non. Ne pas confondre, pardon. On sauvegarde rien, vous êtes tranquille au moins. Comme ça, vous posez une question où c'est stocké. Non, l'idée, c'est de dire ne pas confondre réplication et sauvegarde. Si vous avez des données, je parle notamment pour les TPE, très souvent, les TPE vont dire, OK, moi, je vais mettre sur OneDrive. On n'est pas en train de dire c'est stockage, patati patata. Mais je vais mettre sur OneDrive, Google Drive, c'est facile. C'est de la réplication, ce n'est pas de la sauvegarde. Supprimer les données A vont être supprimées de l'autre côté. La sauvegarde, il y a un point de restauration avec une rétention des données pour revenir à un instant T dans le temps. C'est très important. C'est une grosse différence et beaucoup font la. Voilà, confondent ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui confondent vraiment l'aspect synchronisation de l'aspect de la sauvegarde. C'est un peu atroce quand on entend aujourd'hui que non, mais c'est bon, je synchronise tout, c'est sauvegardé. Déjà, il y a deux mots là qui sont utilisés qui. Non, ça marche pas. Non, ça va pas ensemble. Donc, point-là. Et le deuxième point auquel je voulais revenir, il y en a qui font des. Je ne sais plus, sur les tests de PRA qui les font, etc. Et c'est génial. Bravo. Est-ce qu'il y a une validation? Ça, c'est un point important. Parce qu'il y a deux façons de faire un test de restauration. Il y a, je mandate mon informaticien, est-ce que tu peux me restaurer la machine? Oui, elle est restaurée, ça a mis tant de temps. OK, merci, au revoir. C'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de faire la même chose, sauf de dire, OK, maintenant, je veux tester que j'ai accès à l'ensemble de mon environnement, que tout ce qui a été restauré est accessible et correspond à mon besoin. Ça, c'est deux choses. Ça veut dire que le client est partie prenante. Ce n'est pas que la responsabilité du système d'information, donc DSI ou du DSI externalisé qui gère votre informatique, de restaurer les données. Lui, il va restaurer les données du point de vue technique. Maintenant, qui est capable de valider que les données qui ont été restaurées sont bien, les données de l'entreprise, correspondent à votre besoin, et il y a bien accès à tout, il n'y a pas quelque chose qui a été oublié, bah c'est vous, parce que c'est vous c'est vous le métier. Et donc, c'est un échange entre les deux. Et on ne peut pas valider la mise en place d'un PRA si le client n'a pas validé le fait que les données ont bien été restaurées. Bien le client et pas le système, pas le service informatique. Donc là, il y a un test tout simple. On met tout le SI sous stress. Simulation de cryptovirus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est pas vrai. On fait comme si. On ne dit à personne. On regarde dans combien de temps ça redémarre. Qu'est-ce qui redémarre, qu'est-ce qui ne redémarre pas. C'est ça. C'était du fake, donc tout le monde est rassuré à la fin, mais on voit quand même ce qui se passe. Alors, mettre le service SI sous stress, c'est notre quotidien. On est toujours sous stress parce que notre métier, c'est de vous servir, hein, monsieur et madame les clients. Très bien. Si maintenant on se tourne un petit peu vers les tendances à venir de notre sauvegarde informatique. Est-ce que je pouvais juste revenir très brièvement sur le sondage? Vraiment, un tout petit moment, c'est pour dire qu'il y a 8% des répondants là qui ont dit qu'ils choisiraient ou qui souhaitent mettre en place une solution de sauvegarde sur NAS. Alors attention là aussi, un NAS ne sert pas forcément à sauvegarder. La question que moi je pose toujours derrière, c'est bien, vous avez fait ce choix, mais qui sauvegarde le NAS? Voilà. Les entreprises disent, on va acheter un NAS, on va tout centraliser dessus. C'est bien, vous utilisez un bon terme, centraliser les données à la manière d'un serveur de fichiers passif, ce qui évite d'avoir à monter toute une solution de serveur de fichiers. Donc pour ça, c'est bien. On peut mettre des droits, c'est parfait. Mais qui sauvegarde le NAS? Voilà, en cas d'acte de cybermalveillance, le NAS est cryptoloqué. Où sont les sauvegardes? C'est pour ça que c'est important d'intégrer cette notion dans sa réflexion au moment où on a besoin de mettre en place une stratégie de sauvegarde. Il faudra bien qu'à un moment donné, on sache comment sauvegarder le NAS dans sa globalité. Voilà, c'est juste ce petit aparté que je voulais faire. Tu parles dans un contexte où le client en question a seulement un NAS, ou tu parles dans un contexte où il a un serveur, par exemple, type Windows, et à côté, il a un NAS?
Non, là, Enfin, ce les serait deux. où il a qu'un NAS. Il y a ce Il a qu'un NAS type seulement. Ok. de structure de type TPE où le chef d'entreprise dit moi, j'ai une solution qui m'intéresse, qui me séduit, c'est le NAS. On va pouvoir centraliser toutes les données dessus et ça Oui, va nous d'accord. servir Ok. de sauvegarde. Oui, ah oui. Ben, Ah non, bah non. Oui, d'accord. Ok. oui et non. Non, non, c'est Oui compris. et non. Ok. C'était ça que je Voilà. voulais. Mais Ok. effectivement, là, le cryptovirus va chiffrer le NAS comme il est sur le réseau. Le NAS ne peut pas La servir à question, sauver c'est demain, ma société brûle, j'ai un dégât des eaux, j'ai un vol et on m'a tout piqué, comment je repars? Ben voilà. C'est le NAS, il brûlera aussi. Donc, Si la c'est pour ça réponse que est tout est au même endroit et j'ai tout perdu, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas la bonne réponse. Il y a un problème dans la gestion. Heureusement, on peut sauvegarder les NAS en installant un petit soft qui met backup tout à fait. dessus, en Exactement. analysant, tout va bien. Ça marche très bien. Ça marche très Très bien. Bien joué. Bravo, c'est exactement là qu'il fallait le dire. C'est Je nickel. propose d'ailleurs cette solution. Je reviens sur mes tendances à venir. Donc, qu'est-ce qui émerge là chez les clients? Est-ce qu'il y a des attentes particulières, des fonctionnalités qu'ils souhaiteraient voir apparaître dans le domaine de la sauvegarde? Si je devais donner un terme, je dirais Ouais. en fonctionnalité qui émerge, moi je dirais la bunkerisation. C'est le Ouais. fait que comment dire, la manière dont sont stockées les copies de sauvegarde dans des environnements isolés en fait. Aujourd'hui, ça existe, une fonctionnalité qui existe, mais qui n'est pas, enfin, qui fait vraiment partie émergente aujourd'hui au niveau du marché de la sauvegarde. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Alexandre et Seb, mais pour moi, Ouais. c'est. Non, moi je suis d'accord, effectivement, la bunkerisation, c'est quelque chose qui est important, tant en matière de sauvegarde qu'en matière de machines, en matière de solutions, parce que la sauvegarde, quand on est un chef d'entreprise, on n'a pas un volet sauvegarde, on a un volet système d'information, dont la sauvegarde fait partie. Donc c'est un tout. On ne peut pas juste parler que de la sauvegarde quand on est sur ce type d'environnement-là. On doit pouvoir parler vraiment de tout le système d'information. La bunkerisation est effectivement un axe. Il y a la partie cloud to cloud qu'on avait volé un peu évoqué un petit peu en amont. Effectivement, c'est le fait de dire ok, j'ai une solution qui est hébergée dans un cloud. Maintenant, est-ce que je peux répliquer l'ensemble de cette solution sur un autre environnement, alors soit en bascule automatique au cas où il y a un problème, soit en mode PRA ou en PCA, donc en plan de continuité. Enfin, il y a plein d'axes comme ça qui existent, mais l'idée c'est de dire ok, je change d'environnement. Le cloud to cloud, c'est ça. Hein. C'est pas dire je réplique dans la même structure ou dans la même solution ou chez le même fournisseur. C'est je change carrément d'environnement. Et ce qui permet de dire ok, si demain un acteur, qu'il soit majeur ou pas, a un souci, quel qu'il soit, ou ça peut être même un souci politique avec ce qui peut se passer en ce moment dans la scène de ce monde, c'est de dire ok, bah, j'ai une solution de repli, et ça peut être une solution de repli souveraine par exemple, pour remettre une pièce dans le sujet. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent exister, et je pense que c'est vers là qu'on peut aller très très rapidement dans les prochaines cette année et les prochaines années. On va aller là-dedans, notamment en France, qui pousse beaucoup sur ce sujet-là du point de vue du gouvernement et des nouvelles réglementations, notamment NORA, 10.2, etc. C'est vrai qu'on a tendance à donner de plus en plus de données stratégiques au Drive, dans l'email, Drive. On partage peut-être inconsciemment beaucoup de données qui ne devraient peut-être pas sortir de l'entreprise. Donc ces données se retrouvent dans le cloud, on a parlé de notre règle de souveraineté. Mais effectivement, dans les petites lignes, on voit aussi que ces clouds, souvent américains, Google, Microsoft, etc., se dédouanent de toute perte de données et précisent bien que c'est à l'utilisateur de mettre en place les sauvegardes qu'il faut pour assurer que ces données-là ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et souvent, ces petites lignes-là, on ne les lit pas ou on n'y pense pas, on ne pense pas qu'il peut y avoir de problèmes si importants qu'on perde ces données. Mais on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que mettre en place des solutions de sauvegarde de ces clouds dans un autre cloud en local est vraiment nécessaire, indispensable aujourd'hui, surtout vu la teneur des données. C'est pas la liste de courses qu'on va mettre, qu'on va partager, c'est vraiment des choses de plus en plus importantes. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres tendances
pas. Je pense qu'il va y avoir une tendance de prise de conscience aussi qui va arriver. Oui. Je pense qu'il y a une tendance de prise de conscience. Là, il y a eu la semaine dernière une collectivité, je ne sais plus où, quel nom, enfin, c'est pas plus important, mais de 1800 habitants. Enfin, 1800 habitants, c'est tout petit. Hein. Nous, on est à Gonesse, on est 32 000. Donc, je fais pas de je suis pas très bon en matière de taille de ville, mais voilà, 1800 habitants, c'est assez petit. Et cette collectivité-là dit ok, on peut pas repartir. Enfin, ils sont dans le mal, ils sont dans le dur, et c'est compliqué parce qu'on voit des gens qui sont pleins de bonne volonté. Et la question à se poser, c'est ok, d'accord, ça c'est factuel. Le fait est que vous êtes bloqué. La question à poser, c'est où sont les sauvegardes? Parce qu'à un moment donné, on peut être bloqué, hein, mais toutes les entreprises que vous avez vues, que ce soit des CHU publics, des entreprises privées, tout ce que vous avez pu lire sur les médias, les LinkedIn, ce que vous voulez. Les réseaux. Voilà, les réseaux, merci, c'est ça le terme que je cherchais. D'entreprises qui se sont fait hacker, qui ont eu des problèmes, etc. Pourquoi il y en a qui sont repartis au bout de 48 heures? Il y en a qui, au bout de 6 mois, sont toujours pas repartis, ça leur coûte une fortune. Avec des systèmes d'information, avec des informaticiens qui sont là, etc. Alors, on peut taper sur qui vous voulez, hein, mais le nerf de la guerre en cas d'attaque, quoi qu'il arrive, ça restera et ça sera toujours les sauvegardes et la restauration des sauvegardes et le test de restauration de ces sauvegardes et le temps de restauration de ces sauvegardes. En dehors de ça, tout le reste, c'est du bullshit. Ce qui reste, c'est ça. La vraie raison et qui va faire que vous allez repartir, chacun d'entre vous, sur votre environnement, c'est la sauvegarde. On peut se prémunir d'avant que ça arrive les attaques, mais là, dans ces cas-là, on parle de firewall, de système de sécurité, d'écosystème, etc. Et là, je pense que vos informaticiens ou chacun de nous trois, on peut en parler en long, en large et en travers, sans aucun problème et avec grand plaisir. Mais ce qui va vous sauver la vie, et nous sauver la vie, hein, on est tous des chefs d'entreprise, on est exactement dans le même cas que vous, hein, c'est pas parce qu'on est informaticien de métier qu'on est plus réaliste que le roi, au contraire. On est dans le même cas, c'est-à-dire ce qui nous sauve la vie. Si demain Premium s'arrête, je sais quel est le PRA et comment on restaure nos données. Et en moins de 2 heures, on est reparti. Pour tout le monde. Mais voilà, on a mis ce qu'il fallait en place. Alors c'est facile, c'est notre métier. Comme un garagiste, sa voiture, elle marche toujours bien. Voilà. Moi, ma voiture, elle marche pas, je donne les clés aux professionnels. Mais voilà, donner les clés aux professionnels et tout ira bien. Mais c'est la sauvegarde qui est vraiment à prendre en compte et c'est assez névralgique. Et je pense que la prise de conscience, elle commence à arriver. Elle commence. Sans aller jusqu'à incendier le décès pour voir comment ça réagit. C'est vrai qu'un redémarrage en fait d'une demi-journée montre que voilà, tout a été pris en compte, le PRA était là, les procédures sont là, on n'est pas étonné de ce qui arrive, on sait exactement quoi faire, dans quel ordre le faire. Et ça a l'air facile quand on le dit, mais ça prend des jours, des semaines de travail, de réflexion, de rédaction aussi de procédures. Hein, ça se fait pas comme ça. C'est pas comme ça. Et il y a aussi la réputation. Il y a la réputation de l'entreprise à prendre en compte. Oui, c'est important. À partir du moment où vous avez une attaque, vous êtes se prendre une attaque aujourd'hui, c'est pas péjoratif. Hein. On va dire, il y a une phrase qui tourne et que tout le monde, je pense, a déjà entendu. C'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand je vais me faire attaquer. Voilà. Ok. On va tous s'en prendre une à un moment donné parce que fatigué, mauvais clic. Enfin, il y a plein de raisons différentes qui peuvent arriver. Ok, donc ça, il y a l'attaque. Donc aujourd'hui, dire je me suis fait attaquer, bah ok, voilà, ça arrive, malheureusement. C'est comme avoir un accident en voiture, ça arrive à n'importe qui. Okay. Maintenant, vous dites, je me suis fait attaquer, je suis reparti en 2 jours, et je me suis fait attaquer, j'ai pas prévu mes sauvegardes, et je suis en galère. Ok, c'est toujours factuel, sauf que votre réputation vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas prévu. Et un chef d'entreprise qui ne prévoit pas, je vous laisse faire la conclusion. Très bien. Ce sera notre conclusion du jour. Organiser, c'est ouvrir. Donc, il n'y a pas de questions particulières dans le chat. Je vais juste partager les coordonnées. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. On a encore là quelques minutes. Je vais partager un slide avec les coordonnées de chaque d'entre nous. Alors, je partage. Voilà.
Donc, pour récapituler, donc on a Premium CS qui est dans la région parisienne, SI1 dans les Pays de la Loire, mon assistant numérique Tarn Sud, donc Alexandre Loctef dans le Tarn Sud. Et si vous avez d'autres, si vous êtes ailleurs ou si ces régions-là ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours faire appel à nous. Donc, au niveau de Kiwi Backup, pour qu'on vous redirige vers un partenaire local qui sera plus à même d'avoir un rapport de proximité avec vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ils disent tous merci. Merci. C'est que ça vous a plu, donc très bien. Merci. Voilà, et donc au niveau de Kiwi Backup, donc on s'occupe de sauvegarde de données dans les règles de l'art. Voilà. Il y a Pascal de mettre un message, peut-être une question, je ne sais pas. Suspense. Ouais. Ah non, il a écrit merci. Eh ben, merci beaucoup à vous tous. Et merci puis, à tout le monde. Dire de la sauvegarde encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Ah, alors, en quoi Kiwi Backup permet de répondre à tout cela? Oui, je vois qu'il y a une question. Oui. Oui, donc Kiwi Backup donc, sont des sauvegardes immuables puisque tout va être sur nos plateformes de stockage, donc qui sont hébergées en France, avec rupture de protocole. Un cryptovirus va pouvoir crypter les données, chiffrer les données sur votre infrastructure, mais l'historique de 90 jours va permettre de restaurer les données avant qu'elles n'aient été chiffrées, donc ce qui permet de redémarrer. Ça répond à tout cela du fait de des compatibilités très larges, compatibilité avec les NAS, Synology, QNAP, on a parlé du cloud to cloud, donc les drives, Microsoft 365, Google Workspace, également tout ce qui est classique, les postes, Linux, Mac, Windows évidemment. Et là, on est en bêta sur tout ce qui est VM, donc VMware, Hyper-V, Proxmox. Donc, ça donne vraiment un panorama complet des besoins qu'on peut avoir en termes de sauvegarde. Donc, oui, n'hésitez pas à revenir vers nous, ou si vous êtes dans les régions que j'ai citées, à revenir vers nos 3 experts qui pourront vous guider dans l'installation de vos sauvegardes. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon exhaustive ou pas. Je ne sais pas si Luc il va répondre. Si c'est à voir. Ben, sinon, n'hésitez pas, on peut se rappeler sans problème si vous avez d'autres questions pour creuser le sujet. Donc, je vous invite à me recontacter. Je mets juste le numéro. Voilà, donc ça c'est le numéro Kiwi Backup pour nous contacter, pour étudier les besoins. S'ils ne sont pas dans les 3 régions donc, que j'ai citées précédemment, bien sûr. Très bien. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous. Très bonne fin d'après-midi. Merci. Et à bientôt. Allez, à Merci, bientôt. allez. Ouais.